njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit ca na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio. Il est écrit: vous traiterez l'étranger comme un indigène parmi vous, car vous aussi, vous étiez étrangers dans le pays de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, chère assistance, soyez les bienvenus dans cette enceinte de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour la célébration de la cérémonie officielle du club de géologie. À présent, je vais laisser ma compagne vous présenter le programme. Alors, bonjour tout le monde. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le plan d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par un concours de débattants entre les étudiants, dont le thème va porter sur les eaux souterraines et la sécheresse. Ensuite, nous allons passer la parole à la chef du département, qui est également la marraine de cette édition, qui va nous faire son mot de bienvenue. Ensuite, nous donnerons la parole aux représentants du parrain. Et enfin, le discours du président du club de géologie. Ensuite, on poursuivra avec la deuxième activité, qui sera un panel sur le thème la géologie au cœur de l'émergence, qui sera présenté par différents panélistes. Nous aurons le directeur de l'exploitation minière, artisanale et à petite échelle, M. Abousso. Ensuite, on aura M. Sek, directeur de carrière. Ensuite, on aura M. Sagne, spécialiste en géologie marine. Et enfin, on aura une séance d'échange et de discussion. Et à la fin, le mot de fin et le cocktail final. Merci. Donc, je m'en vais vous présenter l'objectif de ces 48 heures. Je pense qu'il est important de savoir. Donc, c'est vraiment la promotion de la géologie dans le milieu universitaire. Les objectifs sont vraiment la valorisation du département de géologie et ses travaux, le renforcement des liens entre les étudiants et les différentes institutions et écoles qui font la géologie. Également, promouvoir les métiers de la géologie. Donc, on va commencer. Je vous donne la parole, monsieur. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons convoquer un par un les débatteurs. Je vais commencer par l'équipe de l'ESEBAD avec Oumar Lo, le capitaine de l'équipe. Oumar Lo. D'accord. Au suivant, donc Awasada Traoré. Sous vos applaudissements. Nos équipes sont prêtes. À présent, nous allons commencer. Débattre, ce n'est pas se battre, mais c'est faire valoir ses idées. La méthode, elle est simple. Chaque équipe aura a priori 10 minutes pour étayer son argumentaire. Et pour conclure, à la fin, chaque équipe aura 5 minutes pour conclure. Ça fait au total 15 minutes pour chaque équipe, ce qui nous vaut 30 minutes de la cérémonie. Voilà, pour gagner du temps. Les capitaines sont tenus de venir devant. Qui commence? On va faire l'honneur de vous donner et de commencer. Vu que vous êtes nos invités, on est à la série. Merci, on n'a pas encore démarré. Merci beaucoup. Donc, c'est les EBAD qui commencent. Vous avez la parole. Vous avez aussi droit de vous présenter avant de parler. Vous avez 10 minutes et c'est chronométré par le jury. Dès que les 10 minutes finissent, vous rendez la parole. On va commencer avant de chronométrer. Présentation. Oui, tu fais la présentation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. À l'occasion des 48 heures de géosciences organisées par le club de géologie de l'ICAD, nous, étudiants de ESEBAT, sommes invités
à débattre sur le thème eau souterrain et la sécheresse. Bon, pour mieux cerner notre sujet, nous allons un peu aller du général, c'est-à-dire la géologie en tant que telle. Qu'est-ce que la géologie? La géologie, c'est cette science qui étudie les parties de la Terre accessibles à l'observation, qui permet de reconstituer leur histoire et de leur agencement, etc. Donc, par cette riche définition de la géologie, cela ne nous étonnerait pas que la géologie ait plusieurs branches. Parmi ces branches, l'hydrogéologie. Qu'est-ce que l'hydrogéologie? C'est cette branche de la géologie qui étudie les eaux souterraines, tant du point de vue de leur origine, de leur mouvement à travers les formations géologiques, mais aussi de leur composition et éventuellement de leur utilisation, ultime comme optimale. Donc, nous avons parlé d'eau souterraine. Eau souterraine, comme vous l'entendez, eau souterraine, l'eau qui se trouve sous la terre. Mais comment cette eau peut se trouver sous le sol? On peut dire que c'est un phénomène naturel qui se passe entre le ciel et la terre, on peut le dire comme ça, parce que au niveau des lacs, des végétaux, il y a un phénomène d'évaporation quand il s'agit des eaux de surface et de transpiration quand il s'agit des végétaux. Donc pour communauté, on peut dire qu'il y a une évapotranspiration des eaux de surface et des végétaux grâce au soleil. Et du coup, cette évaporation de l'eau sur la terre va se diriger vers le ciel qui, avec l'augmentation de la température et de la pression, va subir une condensation, c'est-à-dire les gaz deviennent des liquides. Ces liquides, lorsqu'ils vont s'enrouler autour d'un noyau de coalition, ça peut être la poussière, comme ça peut être les météorites, ils vont atteindre une certaine masse. Dès qu'ils atteignent cette masse, l'eau va tomber. On parle de précipitation. Maintenant, cette précipitation, lorsqu'il y a précipitation, l'eau tombe, ce qu'on appelle la pluie, pendant la saison des pluies. Maintenant, il y a une partie qui s'évapore encore et il y a une autre partie qui ruisselle dans les eaux de surface et une autre partie qui va s'infiltrer en profondeur. Et donc, c'est là où on peut avoir les eaux souterraines. Parce que lorsqu'il y a infiltration de l'eau, il y a une partie qui s'évapore. L'évaporation peut se faire jusqu'à 2 cm en profondeur. Maintenant, il y aura une partie qui va échapper à l'évaporation pour se retrouver dans les nappes. On parle de percolation. Voilà comment on arrive à voir les eaux sous la terre. Et donc, ce phénomène continue à chaque fois, et voilà. Donc, comme la célèbre citation d'Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je vais laisser la parole. Professeur, bonjour le public. Donc, on va parler de l'impact de cette sécheresse sur ces eaux souterraines. Donc, étant donné, comme ma chère collègue l'a dit, les eaux souterraines est une source vitale en termes d'alimentation en eau potable et d'irrigation en Afrique subsaharienne. Or, ces eaux souterraines sont alimentées par les eaux météorologiques, c'est-à-dire les pluies. Donc, et lorsque ce phénomène est interrompu par la sécheresse, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ces nappes ne seront plus renouvelées. Et si ces nappes ne sont pas renouvelées, il y a des conséquences qu'il faut mesurer. Parce qu'il y aurait une baisse de la nappe, et on sait tous que s'il y a une baisse de la nappe, il y aura une conséquence sur la quantité et la qualité de l'eau. Sur la quantité, donc il y aurait une accessibilité assez difficile et aussi la disponibilité aussi aurait un problème. Donc sur la qualité de l'eau, il y aurait une altération de l'eau. Parce que lorsque la nappe baisse, il y a la salinité qui avance sur le continent, aussi en horizontal et en vertical. Et lorsque cette salinité avance sur le continent, les nappes libres seront contaminées. Donc si ces nappes libres sont contaminées, donc l'eau souterraine ne sera plus consommable. Et j'ai tendance à prendre un exemple sur notre département, qui est le département de Foundiougne, dont on a vu plusieurs forages qui ont été contaminés. Donc je pense que c'est ce qui a même poussé l'État, au lieu de creuser des forages, il a fait des additions d'eau pour amener dans le département de Foundiougne. Donc cette
sécheresse a beaucoup de conséquences aussi bien sur la qualité de l'eau que sur aussi de la biodiversité, qui n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est aussi l'exemple de la salinité en Basse-Casamance au niveau des marigots, on constate des taux de sel extraordinaires, ce qui a entraîné vraiment l'altération de l'eau sur plusieurs départements au Sénégal. Donc cette sécheresse est un problème, un facteur majeur vraiment qu'on doit porter attention et faire des études pour essayer de voir comment, en tout cas, lutter contre cette sécheresse, qui est un problème mondial, le problème du réchauffement climatique. Donc c'est un problème vraiment à apporter des solutions et à remédier le phénomène si possible. Merci. Chers membres du jury, bonjour, cher auditoire. Je me nomme Omar Lo, étudiant à ESEBAT en Master 1. Et nous sommes là pour parler aujourd'hui de la géologie, de l'hydrogéologie particulièrement. Alors, les eaux souterraines, ce sont des eaux qui se trouvent en profondeur, qui sont souvent exploitées par les entreprises, par les industries, je veux dire, et aussi avec le phénomène d'irrigation, on fait recours à cette eau souterraine qui est donc surexploitée davantage. Et de plus, avec les bétails aussi qui sont ravitaillés pour les pâturages et tout ce qui va avec. Donc, l'eau souterraine joue un rôle capital et dans un monde où on parle de changement climatique et de tout ce qui est lié à l'altération de l'atmosphère. Donc, ces eaux-là sont très sollicitées de nos jours afin de pouvoir pallier à la sécheresse. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de passer la parole à ma collègue qui va... Monsieur, chers membres du jury, bonsoir. Je suis étudiante à l'ESEBAT du département géologie et du département mine géologie pétrole L2. Au fait, quand on parle de ces eaux souterraines jouent un rôle très important dans le cycle naturel de l'eau. Et bien sûr, les aquifères qui sont des formations géologiques contenant de l'eau permanemment ou temporairement. Eux alimentent aussi, bien sûr, les écosystèmes de très grande valeur, tels que les biotopes sourciers, les marais, bien sûr, et des zones humides. Ils font de même pour le maintien de la navigation dans les eaux intérieures lors de la saison et lors des moments de la saison sèche. En somme, on peut dire que ces eaux souterraines sont des eaux invisibles. Et c'est parfaitement logique, mais ces eaux sont loin des eaux sous le sol. Mais les eaux souterraines sont des vraies richesses qui soutiennent nos vies. L'a affirmé l'Organisation des Nations Unies, l'a affirmé l'Organisation des Nations Unies, FAO, lors de la célébration de la Journée mondiale de l'eau pour l'agriculture et l'alimentation. Et bien sûr, l'agriculture, c'est le grand consommateur des ressources en eau, surtout en eau douce. Alors que les eaux souterraines sont des bonnes sources d'eau potable, comme on le sait aujourd'hui, dans les régions arides et semi-arides. Je vous remercie. Merci à l'équipe de l'ESEBAT. À présent, nous allons passer la parole à l'équipe du département de géologie. Vous avez votre micro. Top 10 minutes, c'est parti. Tout le monde, bonjour chers professeurs, bonjour chers assemblées, bonjour chers collègues. Nous avons l'immense plaisir de nous présenter aujourd'hui comme étudiants du département de géologie. Donc, je me nomme Elhadji Rawane Ndiaye. Donc, je vais vous présenter les membres de notre équipe. Donc, vous avez Koulibaly, vous avez Mohamed Ndiaye, vous avez Khadim. Donc, comme thème, donc, nous avons l'eau, les eaux souterraines et la sécheresse. Donc, il faut comprendre avant tout, il faut faire une petite... il faudra comprendre avant tout le thème, avant de monologuer sur le thème. Bon, on a l'eau souterraine et la sécheresse. C'est quoi la sécheresse? La sécheresse, c'est un manque ou une absence d'eau notoire pendant une longue période, donc sur une vaste période.
Donc, c'est une vaste étendue plutôt. Donc, sur ce, donc, je vais laisser la parole à Coulibaly pour qu'il fasse donc, le contexte, donc, parce que le thème, c'est bien spécifié. Nous avons dit sur l'Afrique subsaharienne. Donc, il va venir donc, faire donc, le contexte. Après, nous allons y revenir. Donc, bonjour, chers professeurs. Bonjour, chers invités. Bonjour, chers étudiants. Avant d'aller plus loin, je me réponds au nom de Mokhtar Coulibaly, étudiant en master de hydrogéologie. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler des eaux souterraines et de la sécheresse, qui est l'un des facteurs qui limite la recherche des aquifères d'eau souterraine. Bon, bien entendu que nous sommes des gestionnaires de la ressource, de cette ressource. Bon, nous sommes appelés à parvenir à gérer cette ressource. Bon, la sécheresse, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'un des facteurs qui limite la recherche des eaux souterraines. Plusieurs facteurs les illustrent. Bien entendu, vous savez que c'est le climat et la géologie qui déterminent le taux de précipitation et l'évapotranspiration. Tandis que la nature du sol et la géologie va déterminer si un excédent d'eau, quand je dis un excédent d'eau, il faut faire la différence entre l'évaporation et la précipitation et l'évapotranspiration. Maintenant, c'est la nature du sol et la géologie qui va déterminer est-ce que cet excédent d'eau va diffuser vers un aquifère sous-jacent, bien entendu. Maintenant, le contexte de réchauffement climatique va limiter cette recharge dans les aquifères souterrains. Si vous lisez le rapport des Nations Unies sur la mise en valeur des eaux souterraines, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Je vous renvoie ici à la page 113, Pascal et Camp-Beni, son équipe. Ils ont constaté qu'environ 10%, il y a une diminution de 10% à l'échelle planétaire des ressources d'eau souterraines. Mais avant d'aller beaucoup dans le terme, c'est intéressant de vous parler. C'est quoi la sécheresse? Parce que beaucoup de personnes confondent sécheresse et l'aridité. C'est deux choses différentes. La sécheresse définit l'état de l'environnement. C'est important. Je reprends. La sécheresse définit l'état de l'environnement. Est-ce que la sécheresse définit l'état d'un environnement lorsqu'il manque un d'eau significativement long? Parce que ce n'est pas un laps de période significativement long et important pour qu'il y ait des impacts sur la faune, la flore et les sociétés. Je donne un exemple de la sécheresse. Est-ce que vous connaissez le bassin de Muraille, d'Arlay? Qu'est-ce qu'ils le connaissent? Personne. Bon, c'est l'un des bassins en Australie. Lors de la sécheresse dans ce bassin, ils ont fait le constat qu'il y a une diminution des réserves d'eau souterraines. En raison de quoi? En raison de l'absence de précipitations. Et en raison, oui, de l'absence de précipitations et de cette sécheresse. Absence de précipitations extrême, bien entendu. Là aussi, les preuves, je vous renvoie. Je vous demanderai de lire le rapport national des États-Unis sur la mise en valeur des souterrains. Merci. Bonjour, chers membres du jury, chers professeurs, chers collègues étudiants, bonjour. À présent, maintenant, nous allons parler des impacts de cette sécheresse-là sur les eaux souterraines en Afrique subsaharienne. Bon, avant de parler de ces impacts, on va d'abord caractériser cette zone de l'Afrique subsaharienne-là, qui est située au sud du Maghreb. Elle est caractérisée par un climat chaud et sec, ce qui la rend un peu vulnérable par rapport aux autres zones. C'est aussi une zone où la source principale des eaux, la principale source d'eau, sont les eaux souterraines, qui sont situées en profondeur. Ce qui fait que donc la pression sur ces eaux-là sont plus importantes comparées à d'autres zones. Ok. Maintenant, les différents impacts qu'on peut citer sont entre autres la baisse du niveau des eaux souterraines, surtout au niveau des nappes phréatiques qui sont des nappes plus vulnérables
qui sont exposés à l'action, aux conditions du milieu extérieur. Et donc ces nappes-là peuvent subir une baisse assez considérable de leur niveau, et cela pourrait entraîner comme conséquence par rapport aux autres surfaces, on verra une réduction du lit du cours d'eau qui peut aller jusqu'au tarissement, je veux dire l'assèchement des cours d'eau. Il y a aussi comme conséquence le tarissement de certains puits, de certains forages, mais également il y a la dégradation de la qualité des eaux qui peuvent devenir plus salées, vu que cette baisse du niveau de l'eau pourrait entraîner un appel du biseau marin qui peut ainsi contaminer ces eaux souterraines. Et pour les eaux qui sont situées en profondeur, elles sont évidemment plus protégées à cause de leur distance par rapport à la surface, mais aussi les eaux captives qui sont également moins vulnérables. Okay? Entre autres conséquences, entre autres impacts, on peut parler également de l'achèvement des sources naturelles d'eau, qui sont des zones, des points de sortie de ces eaux souterraines. Ok? Maintenant, vu que ces eaux souterraines sont pour la plupart, la majeure part, dans la plupart, ces eaux souterraines sont issues de la recharge suite à des précipitations. La sécheresse va entraîner certaines nappes qui sont à de proportions moins importantes, donc une rupture donc de la recharge entraînant ainsi un tarissement, une disparition de cette nappe d'eau-là dans ces zones. Ok, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Merci. Bonjour, chers participants du panel. Je me présente Mohamed Dia, étudiant au niveau du département de géologie. Bon, concernant la sécheresse et les eaux souterraines, moi je vais axer mon argumentation sur un exemple concernant l'Afrique de l'Est, notamment au niveau de l'Éthiopie, au niveau de la Somalie et autres pays, qui ont été affectés par une très forte sécheresse, notamment dans les années 2000 et les années 80 et autres. Maintenant, cette sécheresse a affecté fortement les populations riveraines. Les conséquences, la première conséquence, c'est par rapport à un manque d'eau qui a entraîné les habitants n'ont pas eu, n'est-ce pas, de ressources utilisables pour leur consommation, mais aussi également par rapport au pâturage, aussi par rapport à l'agriculture. Ils ont eu des manques d'eau pour subvenir à leurs besoins. Maintenant, les eaux souterraines, elles, ici en Afrique, et par exemple, même au niveau de cette zone-là, est la principale ressource en eau. Maintenant, la valorisation de cette eau souterraine, n'est-ce pas, permettra au moins de faire, de pouvoir résilier par rapport à une sécheresse qui est déjà mise en place. Ainsi, concernant les nappes d'eau souterraines, je pense que pour mieux avoir une plus grande idée sur l'exploitation, c'est-à-dire la valorisation de cette eau-là, il faudra s'accentuer ainsi sur les méthodes à utiliser pour davantage utiliser les nappes d'eau souterraines. Dans ce sens, actuellement, pour mieux valoriser cette eau, c'est notamment les hydrogéologues ici présents qui doivent essayer davantage de mieux s'investir sur comment valoriser les nappes d'eau souterraines. Parce que si on a une sécheresse, notamment les eaux de surface qui sont majoritairement exploitées par les États et autres, vont subir un tarissement. Ainsi, l'eau utilisable dans les eaux de surface va diminuer. Les conséquences seront que les eaux utilisables pour la consommation domestique et les pâturages seront fortement diminuées. Ainsi aussi pour l'irrigation, pour faire de l'agriculture. Mais ainsi, maintenant, là où on doit plus s'accentuer actuellement, c'est comment se préparer à une éventuelle sécheresse, notamment dans la zone subsaharienne, n'est-ce pas, pour essayer de minimiser, n'est-ce pas, l'impact de cette sécheresse dans nos zones ici présentes en Afrique.
Je vous remercie. À chaque membre du groupe pour que vous puissiez conclure. Et enfin, on va donner la parole au jury qui vont faire le débrief et délibérer. Merci, vous avez 5 minutes chacun. L'impact de la sécheresse sur les eaux souterraines et le rôle que peuvent jouer les eaux souterraines à la résilience de la sécheresse. Tels sont les 2 thèmes d'aujourd'hui. Ici, nous avons compris qu'il s'agit ici d'un donnant et d'un gagnant. Oui, parce que, comme ils l'ont expliqué, nous avons pu comprendre que les eaux souterraines étaient en train comment dire, les eaux souterraines en quelque sorte étaient en train de faire du bien pour la sécheresse, genre lutter contre la sécheresse, comme si les eaux souterraines donnaient quelque chose à la sécheresse de bien, de positif, alors que la sécheresse nuit aux eaux souterraines. Donc on peut le dire comme ça, un gagnant et un perdant. Mais il faudra aussi comprendre il faudra aussi savoir une chose qui est très importante, que récemment, il a été découvert par 2 organisations internationales que l'Afrique, que certains pays, que beaucoup de pays africains plutôt, disposaient de ressources suffisantes pour alimenter les populations. Que l'Afrique disposait des eaux souterraines suffisantes pour alimenter la population. On l'a découvert récemment. Soit 130 litres par personne et par jour. Donc, pour dire que l'Afrique subsaharienne n'est pas tellement exposée à la raréfaction des eaux souterraines. Mais néanmoins, l'Afrique doit savoir comment utiliser ces eaux souterraines pour plus tard ne pas être exposée à l'appauvrissement des nappes. Merci, c'était tout. Bonsoir. Comme l'a dit ma collègue Khadija, plusieurs populations dépendent de ces eaux souterraines pour des eaux potables, pour la sécurité alimentaire et bien sûr pour les moyens de subsistance durables. Comme elle a si bien dit, d'après des recherches, on a vu que l'Afrique renfermait un trésor de 1,5 million de kilomètres cubes d'eau, qui est représenté par 1/4 de la mer Méditerranée et 3 fois la mer Rouge. Donc, en un mot, on dit que l'Afrique, sous la surface, l'Afrique représente un continent tout bleu. Je vous remercie sur ce. Je vais conclure sur ce thème, sur les eaux souterraines et la recherche, la sécheresse. Avant d'aller sur la conclusion, je vous demande d'abord parce que tout tantôt j'ai dit que sécheresse est différent de l'aridité. Bon là, je pense que tout le monde ne me comprend pas parce que quelqu'un qui n'a pas des connaissances beaucoup plus approfondies dans le monde ne pourra pas comprendre cela. Donc c'est pour vous dire qu'une région aride peut connaître des épisodes de sécheresse. Là, je pense que la meilleure moyen de limiter ça, puisque c'est un phénomène naturel qu'on ne peut pas limiter chez gérer nos prélèvements, les entrées et les sorties. C'est gérer ça pour lutter contre la sécheresse. Ça me rappelle d'une citation d'un écrivain qui disait que la sécheresse et l'humidité, c'est les mamelles des paysans. Dès qu'il manque l'autre, ils se plaignent de l'autre. Ou bien c'est pas vrai. Les paysans, dès qu'il y a une humidité excessive, ils disent non, ça ne va pas. Dès que la sécheresse dure, ça ne va pas. Donc, étant donné que c'est des phénomènes, ce sont des phénomènes naturels, donc le meilleur moyen de limiter cela, c'est de gérer les prélèvements dans les aquifères souterrains. C'est de savoir quel est le débit d'exode de tel ouvrage, dans ce forage, dans tel aquifère. Comment on va gérer les prélèvements? Quelle est la quantité d'eau qu'on va prélever? Étant donné, en faisant une corrélation avec la quantité d'eau qui va les débits d'entrée d'eau. Merci. Je rappelle que le jury a regardé un peu les différentes parties faisant l'objet des exposés, la cohérence de chaque partie avec la thématique.
Ensuite, le volume de connaissances produit par chaque groupe sur chaque partie, ainsi que de la manière de rendre compte de ces connaissances, c'est-à-dire la qualité de l'expression de chaque groupe. Alors, d'abord, le groupe de l'ESEBAT a pu gérer le temps, n'est-ce pas, parce que son exposé a été fait en 9 minutes 36 secondes. Et 4 parties ont fait l'objet de leur exposé, à savoir une petite introduction. Également, ils sont revenus sur le cycle de l'eau, dont l'exposé était bien fait. Les impacts de la sécheresse également sur les processus de renouvellement des nappes, dont l'exposé également était bien. Les intérêts des eaux souterraines également, dont l'exposé était très bien. Le département de géologie, ou le club de géologie, a travaillé sur trois parties, 4 du moins, 4. Un retour sur les concepts de sécheresse, d'aridité et également des eaux souterraines. Le link entre sécheresse et nappe, où les 2 parties ont été trouvées, les exposés ont été assez bien. L'impact de la sécheresse également sur la nappe, où l'exposé était bien, avec un exemple précis de la sécheresse des années 2000 en Éthiopie. Mais malheureusement, ce groupe a fait son exposé sur plus de 10 minutes, donc n'a pas pu gérer correctement son temps. En ce qui concerne la conclusion également, la conclusion de l'ESEBAT a été faite en 3 minutes et avec 2 intervenants, dont la première intervention a été jugée bonne, la deuxième intervention a été très bonne. Le club de géologie a fait son exposé également en faisant retour d'abord sur les concepts, n'est-ce pas? Et dont l'exposé a été trouvé comme étant assez bien. En conclusion, l'équipe de l'ESEBAT a obtenu la mention bien et l'équipe de géologie, par contre, a la mention à bien. Merci beaucoup. À la mention bien et déclaré vainqueur de cet exposé. Le club de géologie a décidé de consacrer les journées du 13 et 14 mai aux géosciences. Cette manifestation vise, entre autres, à vulgariser ce qui se fait au département de géologie, aussi bien au niveau de la formation que de la recherche. Qu'est-ce que c'est que la géologie? La géologie, c'est d'abord une science de la mémoire, puisqu'elle étudie en priorité l'évolution de la Terre dans le temps et dans l'espace. D'une mémoire renouvelée, enrichie sans cesse par nos travaux, nos recherches, nos intelligences. La géologie, c'est essayer modestement, mais passionnément, de savoir ce qui s'est produit depuis des milliards d'années sur l'ensemble de la planète et au-delà. Non seulement pour décrire le passé, mais surtout pour comprendre le présent et, si possible, déchiffrer un peu l'avenir et le rendre meilleur pour l'homme. La géologie, c'est une science anthropocentrique destinée à améliorer la condition humaine. Au fil du temps, l'homme, sans le savoir, en apprivoisant la nature, est devenu géologue. Mineur et métallurgiste d'abord, à partir de l'or, du cuivre, du fer, et surtout du fer, maçon et architecte ensuite, par l'utilisation de la pierre, de l'argile ou des premiers ciments, bijoutier et bien plus tard, énergéticien grâce au charbon et au pétrole. Le thème retenu, la géologie au cœur de l'émergence, impact de l'exploitation des ressources naturelles sur le développement, est un thème d'actualité, un thème pertinent au moment où l'exploration ne cesse de faire découvrir les ressources naturelles dont regorge notre sous-sol, notamment le pétrole et le gaz qui viennent s'ajouter à l'or, au fer, au zircon, aux phosphates qui sont déjà en exploitation.
Ces découvertes suscitent beaucoup d'espoir et nous font rêver de lendemains meilleurs pour le développement et l'émergence de notre économique de notre cher Sénégal. Cependant, l'exploitation des ressources est souvent liée à la dégradation de l'environnement. Ces matières premières génèrent par leur exploitation des rejets divers dans la biosphère. On peut ainsi résumer les défis qui nous attendent en 3 mots: ressources, rejets, risques. Il faut que la société comprenne qu'il est possible, qu'il est indispensable de découvrir sans conflit, d'exploiter sans traumatiser et d'aménager sans détruire. Pour finir, c'est l'occasion pour moi de remercier chaleureusement le Club de géologie pour cette belle initiative. Je vous félicite pour l'organisation de ces journées scientifiques et culturelles qui vont contribuer à votre formation scientifique tout en vous permettant de développer vos aptitudes en communication, des atouts pour un géologue ou un ingénieur en devenir. Chers invités, chers collègues, chers étudiants, je vous remercie de votre aimable attention. Alors, Madame le chef du département, chers collègues enseignants, chers invités, chers étudiants, permettez-moi d'abord de remercier le club de géologie de nous avoir conviés à cette cérémonie d'ouverture officielle, n'est-ce pas, des journées scientifiques, n'est-ce pas, du club. Alors, je voudrais également vous remercier d'avoir porté votre choix sur les 2 professeurs que sont Madame Fatou Diop Ngom, chef de département, juste là à mon côté, mais également sur le professeur Bachir Diouf, qui est l'autre parrain. Donc, vous avez désigné 2 parrains, Madame le chef de département comme étant la marraine, mais également le professeur Bachir Diouf que je représente aujourd'hui. Alors, je voulais quand même placer quelques témoignages à l'égard de ces 2 personnes. D'abord, le chef de département, le professeur Fatou Diop Ngom. Comme vous le savez, diriger un département, ce n'est pas facile. Surtout quand il faut diriger un groupe d'intellectuels. Mais elle, grâce à sa bravoure, n'est-ce pas, grâce à son esprit d'ouverture et sa courtoisie, n'est-ce pas, elle est en train de mener un travail remarquable au niveau de notre département. En tout cas, elle est en train de nous apporter beaucoup de satisfaction. Donc, elle est en train vraiment de diriger le département avec brio et je profite de l'occasion pour, encore une fois, la féliciter et la remercier. Alors, pour le professeur Bachir Diouf, ceux qui sont du département de géologie le connaissent très bien. Lui, comme il y a peut-être 4 ou 5 autres enseignants, professeurs, ils sont pratiquement, n'est-ce pas, à la porte de la retraite. Donc vraiment, je pense que ça a été une très bonne chose pour vous d'avoir désigné le professeur Bachir Diouf comme parrain. Et comme je l'ai dit, à côté de ces 4 autres, n'est-ce pas, c'est eux qui, comment je peux dire, qui assurent vraiment une formation continue au niveau du département. Parce que tous les autres enseignants du département, qui sont encore en activité au niveau du département, ces 5 profs-là, Bachir, je veux nommer, Elhadji Sow, Raphaël Sarr, n'est-ce pas, Pape Moussa Ndiaye, professeur Serigne Faye et le professeur Raymond Malou. Donc voilà 5 professeurs, bien sûr sans oublier les autres qui ont déjà quitté, qui sont déjà à la retraite. Ils continuent à encadrer les jeunes enseignants, c'est le jeune frère que nous sommes, moi, le chef de département qui est là à côté de moi. Il a été formé, encadré par le professeur Bachir Diouf et tous les autres.
De même que le collègue qui est là, comment il s'appelle, M. Diaw, qui a été encadré dans le cadre de sa thèse par le professeur Serine Faye, n'est-ce pas? Des professeurs qui sont encore en activité et qui continuent à encadrer d'autres générations dont vous faites partie. Donc vous voyez que vraiment c'est très important de rendre hommage à ces personnes-là qui ont formé beaucoup de générations, qui ont formé beaucoup de cadres dans cette communauté universelle, mais également dans la vie courante pour tout simplement le développement économique de notre pays. Alors pour ça, encore une fois, je vous remercie d'avoir faire honneur à ces deux professeurs et du coup également vous avez fait honneur à tout le personnel enseignant du département de géologie, mais également à tout le personnel administratif, technique et de service. Alors, quelques mots que je peux placer également au nom du professeur, comment on appelle ça, Bachir Diouf. Le professeur vous dit qu'il a été très honoré, qu'il est très sensible de l'honneur que vous lui avez fait en le désignant comme tout simplement parrain du jour. D'accord? Il vous remercie également et vous dire que cet honneur, c'est quelque part également une marque de reconnaissance, n'est-ce pas, qui prouve à suffisance que vous n'êtes pas indifférent par rapport à tous ces efforts déployés par les enseignants du département de géologie pour assurer votre formation de qualité. Alors, je voudrais encore insister sur la qualité de la personne parce qu'en dehors de ces qualités intellectuelles du professeur Bachir Diouf, les étudiants en master qui ont fait des camps de terrain au Sénégal oriental, peut-être même au Sénégal occidental, moi j'ai eu un vécu avec le prof. Vous savez, quand on fait les camps de terrain au Sénégal oriental, on quitte en campagne, on est en brousse. Alors on quitte le campement de 7 h du matin pour revenir que vers 18 h. Et pendant tout ce temps, on est en brousse, en train de marcher, en train de monter des collines, etc. Donc vous comprenez que le soir, au retour du camp, tout le monde doit être extrêmement fatigué. Mais vous voyez, le prof, malgré cette fatigue-là qui anime tout le monde, quand on se couche vers 22 h ou 23 h, lui, à 3 h du matin, il est toujours sur sa nappe de prière en train de faire ses prières de nafila et de wird. Alors une fois, je lui ai posé la question, mais prof, mais comment vous faites avec toute cette fatigue qu'on endure au niveau du terrain, vous parvenez qu'à dormir que 4 heures de temps, 23 h, 3 h du matin, tous les jours. Et le lendemain, quand il se lève à 3 h du matin, il est là, il est en train d'attendre qu'on prenne le petit déjeuner pour retourner sur le terrain. Chaque jour, c'est comme ça. Je lui ai posé la question, mais prof, comment vous parvenez à tenir comme ça? Il dit que bon, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis habitué. Alors, vous comprenez que vraiment, c'est une personne, non seulement avec ses valeurs intellectuelles, mais également une personne profondément pieuse. Ça, quand même, ça m'a beaucoup marqué de la personne. Et je sais qu'en dehors des camps de terrain, dans la vie courante, c'est comme ça qu'il fait. Malgré ses charges horaires à l'université, c'est comme ça qu'il fait. Donc vraiment une personne extraordinaire. Alors, voilà. Donc, personnellement, je voudrais quand même revenir dans les remerciements, n'est-ce pas? Vous remercier encore une fois de nous avoir conviés à cette cérémonie et surtout vous souhaiter, n'est-ce pas, une réussite totale dans votre carrière d'étudiant. Et que cette réussite vraiment vous fasse oublier toutes ces difficultés que vous avez endurées durant ces années passées, mais également que cette réussite, n'est-ce pas, apporte entière satisfaction à vos braves parents qui vous ont toujours soutenu et encadré en tant qu'étudiant. Alors sur ce, je ne vais pas monopoliser toujours la parole. Je voudrais encore vous remercier et vous souhaiter une très bonne continuation de journée. Ressources naturelles sur le développement, avec des thèmes particuliers pour chaque panéliste. Avant de passer au panel, nous allons inviter notre très cher président, le président du club de géologie, club qui a pour but de faire la promotion de la géologie au-delà des géosciences dans l'enceinte de l'université et dans le pays tout entier. Je vous demande d'accueillir avec
trio est brillantissime avec des applaudissements, des tonnerres. Monsieur Diakoumpa, le président du club de géologie. Madame la chef du département de géologie, chers enseignants, chers sœurs du département de géologie, chers étudiants et participants, ainsi que distingués invités, bonjour. C'est avec un cœur pétri de joie que je vous souhaite tous les bienvenus à cette cérémonie officielle des 48 heures des géosciences organisée par le club de géologie de l'UCAD. Créé en 2012, le club de géologie de l'UCAD est une association estudiantine dont l'objectif fixé est de faire la promotion de la géologie dans le milieu universitaire et professionnel à travers des activités telles que des conférences, des ateliers d'échange, de discussion et de travail. Le club est un cordon ombilical qui lie les étudiants et les professeurs du département de géologie. Notez bien, le club est apolitique et ne milite que pour faire découvrir le département de géologie dans toutes ses facettes. Objectif de la journée, comme dit précédemment, l'objectif général de ces 48 heures est la promotion de la géologie dans le milieu universitaire avec d'autres objectifs spécifiques visés qui sont la valorisation du département de géologie et de ses travaux, renforcement des liens entre étudiants du département et avec les différents instituts et écoles de formation du milieu, promouvoir les métiers de la géologie, créer des partenaires avec les institutions et les entreprises travaillant dans le domaine de la géologie. Pour atteindre ces objectifs, nous allons bénéficier d'une conférence dont le thème porte sur la géologie au cœur de l'émergence, impact de l'exploitation des ressources naturelles sur le développement. Ce thème sera développé par de brillants professionnels du domaine des géosciences, suivi de l'intervention de nos brillants professeurs. Mesdames et messieurs, si aujourd'hui nous sommes pu se tenir devant vous en ayant le courage de parler de la géologie, c'est grâce à nos très brillants professeurs. Chers professeurs, à travers ma modeste personne, le club de géologie vous remercie et vous félicite pour le travail titanesque que vous faites pour le département ainsi que vos soutiens pour la réussite de cet événement. Je ne terminerai jamais mon allocution sans dire merci à l'ensemble des partenaires qui ont contribué de près comme de loin, qui nous ont soutenus sur tous les côtés. Il s'agit en premier le département de géologie, le professeur Bassir Diouf qui est le parrain de cette journée, le professeur Fadiom Ngom, la marraine, tous les enseignants, chercheurs du département de géologie, le personnel administratif et technique du département de géologie, le Centre des œuvres universitaires de Dakar, le COUD, l'amicale des étudiants de l'ESEBAT qui sont présents ici, l'IJDK, l'IST, sans oublier la presse, avec une mention spéciale à M. Matar Diop, responsable de la plateforme Parlons Sciences. M. Diop, à travers ma voix, le club vous dit merci et bonne continuation. Ainsi prend fait l'allocution. Merci. Portant sur la géologie au cœur de l'émergence, l'impact de l'exploitation des ressources naturelles sur le développement. Donc, les panélistes sont M. Aboussou, je le rappelle, directeur de l'exploitation minière, M. Ibrasek, directeur de carrière, et Dr Sagne, spécialiste en géologie marine. Donc, ce panel sera modéré par notre professeur M. Diaw, ici présent. Donc, à présent, on va donner la parole à M. Sagne pour qu'il puisse commencer le débat. Je crois que M. Fofana a fait un bon témoignage sur les parrains. Je ne vais pas revenir, mais tout juste simplement rappeler que vous avez choisi quand même des personnalités de qualité. Hein, parce que M. Bachir, bon, je le connais, mais on n'est jamais allé ensemble sur le terrain, mais il m'a eu. C'est un grand travailleur, il est très rigoureux, mais ça ne m'étonne pas qu'il parle un peu de ces aspects un peu, comment dirais-je, religieux. Parce que c'est un gars, quand on le regarde, on sait que c'est un gars foncièrement spirituel. Hein. Moi, je le connais personnellement. De même que Mme Gom, je crois que Kader, avant de revenir sur Mme Gom, Kader est revenu, M. Fofana s'est revenu largement. Parce que témoigner sur une personne qui n'est pas là, ce n'est pas facile. Et il l'a fait de façon beaucoup plus très humaine. Hein. Quand on regarde à travers ces témoignages, on peut faire la lecture même de la qualité humaine de M. Fofana.
qui est également de grande qualité, dont j'apprécie beaucoup. Hein. Depuis qu'on reconnaît, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Pour revenir maintenant sur notre chef de département, Fofana en a un peu parlé. Je crois que c'est un chef qui est très courtoise et puis très convaincu, très engagé. Parce que vous voyez, depuis son élection jusqu'à maintenant, elle fait un travail extraordinaire dans notre département. Tout le monde a vu ça. Et nous voilà. C'est pourquoi j'exhorte simplement le club à soutenir un peu notre chef de département, parce que elle m'a appelé hier pour que je puisse être là pour vous soutenir, comme je l'ai toujours fait. Mais pour vous dire, pour remercier surtout le club pour leur organisation. Chaque année, ça devient parrain. Je leur remercie de vos engagements, surtout de vos sacrifices et les efforts consentis pour que cette journée puisse être des journées de valeur, des journées scientifiques. Ouais. Voilà, pour remercier également au nom du département également le club géologique qui fait un travail également extraordinaire sur ça, avec beaucoup de questionnements, avec les travaux de lifting qu'on fait. Mais simplement remercier tout le monde pour cette manifestation. Je crois que c'est des cadres scientifiques qu'on doit également multiplier pour essayer d'échanger. Et ne pas se limiter uniquement sur des journées, on peut quand même organiser 2 heures de temps sur des thématiques bien précises au département, sur des thématiques beaucoup plus approfondies. Parce que vous avez parlé des ressources naturelles, mais vous avez évoqué quelques ressources. On n'a pas pu aller au fond. Maintenant, c'est le lieu et le moment d'approfondir, c'est-à-dire la réflexion pour pouvoir proposer d'autres thématiques et faire maintenant, inviter les autres professeurs à intervenir sur la relance, c'est-à-dire scientifique. Je crois que c'est à vous d'animer un peu cet aspect scientifique, c'est-à-dire comment dirais-je, engouement scientifique pour que les gens puissent, c'est-à-dire échanger dans le cadre de notre département et dans le cadre de vos activités. Voilà, c'est quelques mots. Je crois qu'on va continuer pour faire, c'est-à-dire les activités suivantes. Je vous remercie. Comme modérateur, je vais lancer directement. Lancer directement les activités de présentation. Ici, la problématique de l'érosion côtière va être discutée, va être proposée par le docteur Saïn, qui va revenir largement sur la... Quand on parle de problématiques plus profondes, problèmes, revenir sur les problématiques, qu'est-ce qui caractérise l'érosion côtière, quel est l'impact de l'érosion côtière sur le développement. Je crois que c'est ça. Et les enjeux qu'on peut définir. Voilà, pour ne pas... Voilà, je vais passer directement la parole à M. Saïn qui va revenir sur la thématique proposée. Voilà. Géologie. Et je pense qu'aujourd'hui, la journée est un peu exceptionnelle dans la mesure où les parrains sont du département de géologie. C'est des anciens professeurs du département de géologie. Le premier panéliste est un pur produit de ses parrains et de l'ensemble des professeurs du département de géologie. Si ma mémoire est bonne, c'est le professeur, mon très cher encadreur, Dr Boubacar Fall, qui était là, je pense, l'année dernière et l'autre année, pour le panel. Aujourd'hui, c'est son pur et premier produit en qualité de docteur qui vient assurer la relève. C'est pour dire que le département de géologie forme ses étudiants avec une qualité extrême. Parce qu'aujourd'hui, si à partir de la formation que nous avons obtenue au département de géologie, qu'on parvient à se présenter devant nos chers professeurs, quand même pour faire un exposé, ça vraiment c'est une grande chose. Je voulais également revenir un peu sur ce que M. Fofana a dit et sur le professeur Bachir, qui m'a aussi très marqué quand on était en master, quand on était étudiant. Et j'ai même demandé à M. Ba de l'interroger pour savoir
pourquoi il se comporte comme ça quand il est en mission. Parce que moi, je pensais que c'est grâce à la responsabilité que l'enseignant a en tant qu'encadreur de l'étudiant sur le terrain qu'il passe toute la nuit à prier. Est-ce que c'est pour demander qu'Allah nous protège et qu'on rentre en paix? C'est dire que, au-delà des qualités scientifiques de ces chers professeurs, il y a également des qualités humaines que les étudiants continuent toujours de s'en bénéficier. Ce même professeur Bachir Diouf, j'ai été témoin lors de l'encadrement d'un étudiant de doctorat qu'il donne beaucoup d'argent et son véhicule pour les missions de terrain et constamment durant toute la période du suivi de la zone qui a fait l'objet de l'étude, comme le font également d'autres professeurs tels que le professeur Boubacar Fall et Kaderba. Ça veut dire que le département de géologie, quand même, c'est un département qui, au-delà des qualités scientifiques, présente des qualités humaines qu'il faut quand même chercher toujours à démontrer auprès des autres, ne serait-ce pour servir d'exemple. Alors, donc sans plus tarder, on va rapidement continuer un peu sur la présentation du jour, avec comme thématique la problématique de l'érosion côtière. Donc, on va le prendre dans un cadre global et en essayant dans la plupart des cas de spécifier un peu sur le Sénégal, notamment pour surtout les causes, les problèmes majeurs et les conséquences. Alors, la présentation sera axée sur 5 parties majeures. D'abord, on va faire la définition du concept du littoral et décrire également l'importance de la zone littorale. Pourquoi c'est important de s'attarder un peu sur la problématique de l'érosion côtière avec les enjeux du littoral. On va également un peu parler du système de fonctionnement des littoraux et les conséquences de l'érosion côtière, ainsi que les stratégies d'adaptation communément utilisées, avant de finir par une conclusion et une petite recommandation. Alors, en guise d'introduction, les littoraux, ce sont des zones qui sont situées à l'interface entre 3 domaines. Il s'agit en fait de l'océan, du continent et de l'atmosphère. Ce sont des environnements en fait où se manifestent un certain nombre de facteurs avec des évolutions, facteurs d'évolution, avec des actions, interactions parfois très complexes. Et c'est la raison pour laquelle ils sont classés parmi les environnements les plus dynamiques et les plus fragiles en raison de la multiplicité des facteurs qui s'y interagissent. Au Sénégal, on note une façade littorale long environ de 700 km depuis Saint-Louis au nord jusqu'au Cap Skirring au sud. Et cette façade littorale, n'est-ce pas, borde principalement 6 régions administratives. Et du point de vue morphologique, on note la présence de 3 types de côtes selon la nature de l'unité de base. On a ce qu'on appelle des côtes sableuses où l'unité de référence est naturellement la plage. Le sédiment est meuble et donc facilement déplacé par les courants. On a une côte rocheuse où le sédiment est consolidé, donc où les mouvements sont beaucoup plus lents qu'au niveau des côtes sableuses. Il y a également les deltas et estuaires à mangrove qui se situent au niveau des embouchures, également qui sont des milieux très dynamiques. Et au Sénégal, l'essentiel des côtes est de nature sableuse. Et puisqu'on vient de dire tout à l'heure que les côtes sableuses, ce sont des côtes qui sont animées de mouvement, cela indique en quelque sorte un degré de sensibilité et disons de vulnérabilité très forte aux différents agents responsables de la dynamique de ce milieu. Les zones littorales également sont des zones stratégiques de développement, là où se trouve l'enjeu. Ils sont les milieux privilégiés pour les installations touristiques, naturellement, parce que le tourisme est de type balnéaire au Sénégal. Les installations industrielles et portuaires également sont majoritairement retrouvées au niveau de la zone littorale. On trouve également des activités de pêche et de maraîchage, entre autres. Et ces différentes possibilités socio-économiques maintenant font que les zones littorales font l'objet d'une forte affluence de la population. Et donc, elles se retrouvent actuellement très densément peuplées, avec un rythme qui se fait de manière très soutenue même, sans pour autant parfois tenir compte de la dynamique du milieu. Et donc, le résultat, c'est la fragilisation qui, à la longue, peut rendre la zone beaucoup plus sensible à ces processus dont on vient de dire tout à l'heure. Et le littoral, c'est un milieu donc qui évolue en permanence
en fonction de la variabilité des conditions du milieu. Et cette évolution n'est rien d'autre que le bilan entre les apports sédimentaires et les départs. Ça veut dire que si les apports dominent, on a un équilibre ou une progradation qui se manifeste par un retrait de la mer. Si les mouvements d'érosion dominent, on a un déséquilibre dans la plupart des cas qui se manifeste par des pertes de terre à valeur économique, sociale et environnementale, dans la plupart des cas. Et l'évolution du littoral peut être appréciée à différentes échelles temporelles, que l'on classe majoritairement en deux types. Il y a le court terme, qui se manifeste par des mouvements cycliques de démaigrissement et d'engraissement selon l'énergie de la houle. Parce qu'on sait qu'il y a des périodes de l'année où l'énergie de la houle est en faveur d'un départ des sédiments, ce qui va se caractériser par un démaigrissement des plages. Il y a des périodes également où les conditions sont favorables en retour sédimentaire, ce qui se manifeste par un engraissement des plages. Et la conséquence maintenant de ces mouvements, c'est tout simplement soit le recul du trait de côte, ce qu'on appelle communément l'érosion côtière, soit le recul de la mer, ce qu'on appelle la progradation. Et les conséquences de ces reculs, on va en parler tout à l'heure, c'est tout simplement la destruction des biens et des services. Sur le long terme, l'érosion est appréciée par l'utilisation des données de télédétection, n'est-ce pas, au moins des systèmes d'information géographique qui permettent un peu de mesurer la cinématique du trait de côte sur plusieurs décennies, n'est-ce pas? Et également, là, c'est la même chose, on distingue des mouvements de recul, des mouvements d'avancée et parfois des stabilités lorsque les érosions sont en équilibre avec les accumulations. Alors, ces équilibres dont on vient de dire également peuvent parfois être perturbés par certains phénomènes exceptionnels, notamment ce qu'on appelle les houles exceptionnelles, les tempêtes, et ainsi que les aménagements sur le littoral, c'est-à-dire les actions humaines qui, dans la plupart des cas, perturbent grandement cet équilibre sédimentaire en modifiant la dynamique sédimentaire de ces milieux. Bon, malheureusement, il n'y a pas de projection. On voulait vous montrer un peu avec des images concrètes qui ont été prises au niveau du littoral des Mamelles, où on note en septembre 2013 sur la plage uniquement des galets de très grande dimension suite à un départ important des sédiments. Et en février 2014, c'était en septembre 2014 que la première photo a été prise. Et en février 2014, sur le même lieu, on ne retrouve plus ces galets en raison d'un apport sédimentaire important. Et quand on a fait le bilan annuel, on avait trouvé un cumul qui a été négatif et qui indique qu'en réalité, il y a une érosion. Mais c'est une érosion qui est très faible. Et je rappelle que ce mouvement cyclique peut être modifié dans le temps. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a un mouvement cyclique sur une année, en faveur d'une érosion, qu'il y a érosion côtière. Non, le mouvement, il peut être réversible. Et ça dépend tout simplement du cumul entre les apports et les départs. Et vous voyez, par exemple, au niveau de la zone des Mamelles où ces photos ont été prises, il y a un ravin qui alimente la plage naturellement en sable et qui fait que d'ailleurs même les taux d'érosion qui ont été notés dans cette zone ont été relativement très faibles, ce qui indique d'ailleurs même une stabilité. Une même photo a été également prise au niveau de la plage qui se situe en face de la prison de Rebeuss, ce qu'on appelle la porte du 3e millénaire, où en septembre 2013, la plage était très large, et en février 2014, la plage a presque complètement disparu. Mais une disparition temporaire, en fait, en raison d'une inondation temporaire, parce que tous les sédiments étaient partis et la mer est arrivée sur la protection, ce qui fait que la plage devient impraticable. Et donc, vous imaginez un peu ce que ça donne comme conséquence si une activité touristique de type balnéaire se pratiquait dans cette zone. Alors, les conséquences, les facteurs d'abord, les facteurs responsables de la dynamique des côtes sont très nombreux, très variés. Mais on va les classer principalement en deux types. Il y a des facteurs naturels, n'est-ce pas, intrinsèques à la côte, des facteurs naturels qui, en quelque sorte, proviennent des différents domaines, notamment le continent, l'océan et l'atmosphère. Il y a également des facteurs anthropiques. Alors, parmi les facteurs intrinsèques à la côte, il y a ce qu'on appelle la morphologie de la côte, c'est-à-dire la forme. Et cette morphologie, elle est très importante parce qu'elle explique le degré d'exposition d'une côte
à l'action des agents hydrodynamiques. Parce que c'est cette morphologie qui définit l'angle d'incidence des houles qui, en retour, n'est-ce pas, conditionne le volume de sédiments qui risque d'être mis en jeu. Il y a également la topographie qui renseigne sur le degré de vulnérabilité, d'exposition, précisément, car les côtes basses sont plus exposées à une élévation du niveau de la mer que les côtes à altitude beaucoup plus élevée. Il y a également la nature géologique du terrain également qui intervient en tant que facteur de vulnérabilité. Parce que vous savez bien qu'un terrain où les roches sont difficilement altérables recule plus lentement qu'un terrain où les roches sont beaucoup plus facilement altérables. Il y a également même les phénomènes géologiques tels que les phénomènes tectoniques qui interviennent même parfois dans le contexte de l'élévation du niveau de la mer et expliquent également les degrés d'exposition différents d'une zone à une autre. En ce qui concerne les facteurs de forçage, ce sont les facteurs générés soit par l'atmosphère, soit par l'océan. On distingue les vents. Les vents sont également très importants dans les processus dynamiques du littoral, car ils peuvent agir par déflation et déplacent les sédiments situés en arrière-plage au-delà de l'espace côtier, de sorte qu'ils soient définitivement perdus et ça accentue un déficit sédimentaire sur la plage, dont la conséquence est un recul du trait de côte. Il y a également la marée, n'est-ce pas, qui est les mouvements de remontée et d'abaissement du niveau marin d'une journée. Mais cette marée a même son influence est très faible au niveau du littoral sénégalais, dans la mesure où on a un marnage qui est très faible, inférieur à 2 mètres, ce qui fait que l'influence de la marée est très faible aussi, ces courants sont relativement très lents. On a également les houles et les vagues qui constituent les agents principaux même de l'évolution du littoral. À cela s'ajoutent les événements exceptionnels, encore appelés tempêtes, qui peuvent parfois créer des bouleversements rapides, brutaux et irréversibles. Alors, les facteurs anthropiques, on a des actions directes et des actions indirectes. Il y a les extractions frauduleuses de sable qui accentuent le pénurie sédimentaire dans beaucoup de zones. Il y a la construction des ouvrages perpendiculaires aux traits de côte qui parfois entravent les transits sédimentaires qui sont parallèles à la côte et créent un déficit sédimentaire dans les zones qui sont situées en aval. Et donc risquent de déplacer un phénomène d'érosion côtière dans une autre zone. Il y a également la destruction de la végétation dunaire, parce que ces végétaux fixés des sédiments empêchent leur mobilisation pour que ces derniers ne soient pas perdus au niveau du système littoral. Et on sait que ces dunes-là constituent des réserves, c'est-à-dire une sorte d'épargne, n'est-ce pas, pour la plage. Quand il y a une érosion très forte, que les dunes puissent compenser le sédiment qui est érodé. Et c'est ça qui concourt quand même à rendre l'évolution de la plage plus ou moins lente. Il y a des actions indirectes, notamment avec la construction des barrages sur les fleuves. On sait que les fleuves constituent en fait des apports sédimentaires importants à la côte. Il a été démontré par beaucoup de travaux que les sources sédimentaires principales notées sont d'origine fluviatique. À côté de ces constructions de barrages, il y a également la modification du climat. On sait que tous les facteurs naturels responsables de la dynamique du littoral, à l'exception de la marée, sont sous le contrôle direct du climat. Ce qui fait que les modifications du climat auront des répercussions d'abord sur le niveau d'attaque des houles, parce que ça peut induire une augmentation du niveau de la mer, ensuite de la fonte des glaciers et la dilatation thermique des molécules d'eau, ce qui va augmenter le niveau d'attaque des houles vers le continent et donc fait avancer le littoral, fait avancer la mer sur le continent. Il y a également la modification du climat peut avoir comme conséquence la modification de l'énergie des houles et donc peut augmenter la fréquence d'apparition des événements exceptionnels ainsi que leurs ampleurs. Et ça va avoir des répercussions sur la dynamique du milieu. Alors, par les modifications, ça c'est les conséquences maintenant, qu'on disait tout à l'heure, par les modifications morphologiques lentes ou parfois brutales qu'elle peut provoquer, l'érosion côtière présente principalement 3 types de conséquences. Il y a des conséquences écologiques qu'on appelle naturellement des conséquences environnementales, avec notamment la modification des écosystèmes marins et côtiers, la salinisation des terres,
la salinisation des nappes, la perte de la biodiversité qui sont notées dans beaucoup d'endroits ici même au Sénégal. Il y a également des conséquences économiques, là où se trouve plus l'enjeu également, c'est avec la destruction d'infrastructures économiques telles que les ports, n'est-ce pas, les quais de pêche, ainsi que les infrastructures à usage touristique. Il y a également des destructions d'habitations. Il y a même aussi des conséquences sociales, telles que le déplacement des populations qui sont affectées ou menacées, ce qui d'habitude n'est pas trop aimé au Sénégal, même si c'est pratiqué, parce que les gens, avec leur culture, n'aiment pas toujours abandonner leur milieu pour aller se réfugier dans un autre milieu à la suite, donc c'est le problème. Vous voyez naturellement ce qui se passe au niveau de la langue de Barbarie à Saint-Louis du Sénégal, où chaque fois on voit des destructions de maisons et que la population refuse catégoriquement de quitter cette bande extrêmement fragile et très exposée également. Alors, mais déjà très alarmante, donc on trouve des phénomènes d'érosion côtière partout au niveau de la côte sénégalaise, avec parfois des conséquences très alarmantes. Et on sait que ce phénomène risque d'être exacerbé, bien évidemment, par l'élévation du niveau de la mer en réponse au changement climatique, et également la pression anthropique qui commence à se faire mieux sentir sur le littoral sénégalais. Pour ce qui est des méthodes de lutte, c'est-à-dire les stratégies d'adaptation, il y a plusieurs manières de faire face à l'avancée de la mer et à l'élévation du niveau de la mer. Et ces méthodes sont globalement regroupées en 3 types. La première méthode, c'est la méthode des retraits, ce qui consiste à retirer les personnes, les biens, les services qui sont affectés, déjà affectés, ou qui sont sous le risque d'être affectés. Cette méthode, comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas trop acceptée au Sénégal en raison des problèmes culturels que nous avons avec nos amis qui vivent sur la zone littorale. Il y a la méthode d'accommodation, ce qu'on appelle l'adaptation. Il faut savoir que l'adaptation, c'est quoi? C'est un changement, un ajustement de comportement, de technologie ou de pratique qui vise à vivre avec le phénomène tout en réduisant ou en supprimant, si possible, les impacts. Donc, ces méthodes également seront basées sur une autre manière de construire pour que la mer puisse continuer à faire son travail sans que les impacts ne soient pas trop sentis sur les services et les biens. Il y a les méthodes de protection qui consistent à durcir, n'est-ce pas, le trait de côte, sinon à essayer de casser l'énergie de la houle avant son arrivée sur le rivage avec la mise en place donc de structures de protection telles que les prises d'armes, n'est-ce pas, les digues, les épis, ainsi de suite. Alors, en guise de conclusion, on sait que l'érosion côtière, d'abord, c'est un phénomène naturel qui est engendré par la conjonction de plusieurs facteurs dynamiques, tels que les houles, surtout celles exceptionnelles, la vague et dans certaines parties du monde, la marée. Et c'est un phénomène qui risque d'être exacerbé dans beaucoup de zones en raison de l'élévation du niveau de la mer en réponse au changement climatique et les actions anthropiques qui perturbent l'équilibre dynamique des littoraux en modifiant les processus d'évolution des sédiments, des plages. De ce fait, la compréhension de la dynamique côtière devient primordiale avant d'entreprendre toute politique d'aménagement du littoral. La recommandation, c'est que, avant de faire un aménagement, des études rigoureuses doivent précéder pour éventuellement connaître, n'est-ce pas, la dynamique, prévoir les impacts de cet ouvrage ou de cette construction ou de l'aménagement et en utilisant des nouvelles technologies, n'est-ce pas, pour une production de modèles efficaces et la segmentation du littoral en fonction du degré de vulnérabilité de chaque partie. Voilà, mesdames, messieurs, de façon ramassée, un peu l'exposé que nous avons eu à essayer de faire sur la problématique de l'érosion côtière. Merci. Maintenant, nous allons passer au cocktail. Merci. njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit ci na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu leer nañ ak ay vidéo yu doy waar daal di koy poster si sunu page bii di
social shopping immobilier bu ko defee yéen ngeen woote ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jaay kër neex na ci réew mi.